Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire Déploiement des stratégies, comment passer de l'intention à l'exécution dans un monde mouvant. Je suis Marie-Sophie Lequéré, je suis directrice conseil en conduite du changement chez Julie Sterven et j'ai la chance aujourd'hui d'être votre hôte pour ce webinaire. Avant de vous présenter, nos invités et que tout le monde nous rejoigne, je prends, quelques petites minutes pour vous présenter qui est Julie Esterven, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous rencontrer à différentes, occasions. Alors, pour, vous dire, simplement qui est Julie Esterven, on est un leader dans le conseil en stratégie, transformation et innovation et on accompagne les organisations, privées comme publiques pour les aider à faire face aux transformations actuelles. Nous avons un modèle unique avec une vingtaine d'expertises reconnues sur le marché et on a une approche avec 3 axes, comme vous pouvez le voir. Le premier axe est l'axe business, le deuxième est people et le troisième est environnement. Le tout est soutenu par une approche digitale et agile pour mener des transformations durables. On est une entreprise à mission et nous sommes très fiers et cela s'incarne notamment par notre approche Consulting for Good. On se fixe comme objectif dans chacune de nos actions de générer un impact positif et durable. Et puis pour terminer, peut-être quelques chiffres que vous pouvez voir à l'écran. Nous sommes plus de 650 heureux collaborateurs chez Julie Sterven. On fait plus de 110 millions de chiffres d'affaires et on a la chance de travailler au quotidien avec près de 1500 clients que nous affectionnons particulièrement et nous en avons la chance aujourd'hui d'en avoir deux avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la semaine de la transformation. Cette semaine de la transformation est sous le titre de passage à l'action parce que cela nous qualifie plutôt bien. La semaine de la transformation est organisée chaque année par Julie Sterven depuis 2021 et a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre différentes facettes de la transformation. Pour cela, comme aujourd'hui, nous réunissons en table ronde, virtuelle ou présentielle parfois, des clients, des consultants et des experts afin de partager leur expérience et leurs réponses à nos problématiques pour apporter des réponses concrètes. Aujourd'hui, nous sommes sur un webinaire, comme vous le savez, donc, qui s'appelle Déploiement des stratégies, comment passer de l'intention à l'exécution dans un monde mouvant. Avant de donner la parole pour terminer à nos deux clients présents et puis à Luc Tardieu avec nous, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'interagir pendant ce webinaire, de poser vos questions. Pour faciliter les échanges, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions et nous les partagerons au fur et à mesure de ce webinaire. Sans plus attendre, je vous présente nos 3 intervenants. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Anne Le Guélec. Merci Anne, qui est directrice, bonjour Anne, qui est directrice de la directrice technologie de l'eau chez Veolia, pardon. Nous avons également David Graal. Bonjour David. Bonjour à tous. Qui est VP Sustainability et Corporate Transformation Synexence. Et puis enfin, nous avons Luc Tardieu, qui est partenaire chez Julie Esterven en charge du Bonjour à tous. leadership et management. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose qu'on commence. Et pour ça, je vais arrêter notre PowerPoint pour que vous puissiez voir pleinement nos intervenants. Et donc, je vais commencer par une première question, une question à Luc, peut-être pour poser le cadre de ton expérience en accompagnement de transformation dans les grands groupes que tu suis au quotidien. Quel est le constat et les tendances que tu perçois dans la construction des stratégies et surtout dans le déploiement de celles-ci? Je pense que la tendance majeure, me semble-t-il, le fait qui est le plus marquant, c'est le fait que si on se projette une vingtaine d'années en arrière, la stratégie, c'était un petit document confidentiel caché dans un coffre-fort au fin fond des entreprises et l'attente de transparence des organisations et puis aussi l'embarquement de tout le monde font qu'aujourd'hui, les stratégies sont des stratégies qui sont beaucoup plus accessibles qu'auparavant et puis on a beaucoup, progressé dans la manière de les construire. Elles se construisent de manière plus participative, il y a un travail de pédagogie sur l'environnement, d'accompagnement du changement. Il y a un travail de fond sur le narratif de ces transformations, le pourquoi on doit les opérer. Mais peut-être,
et c'est tout le sens de ce webinaire, c'est qu'il y a encore une marge de progression, nous semble-t-il, sur la partie déploiement, avec des déploiements qui sont souvent un petit peu entassés au début, qui pivotent pas nécessaire quand il serait nécessaire de le faire. Et c'est intéressant justement de pouvoir échanger avec David et Anne, qui précisément s'inscrivent dans une démarche tout à fait différente du point de vue du déploiement des stratégies. Donc voilà, le point essentiel, me semble-t-il, c'est vraiment cette idée selon laquelle on a progressé sur la construction de la stratégie. On n'avait pas encore allé jusqu'au bout dans ce qu'on constate dans la plupart des organisations sur la manière de déployer. Et c'est bien le point focal qu'on souhaitait avoir aujourd'hui. Merci Luc. Alors Anne, face à ce constat, je vous laisse réagir. Est-ce que vous le partagez? Oui, oui, je partage. En tout cas, je partage le fait qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Et donc, expliciter la stratégie, qu'elle soit stratégie en transformation, de rupture, ou qu'elle soit dans la continuité d'une progression de nos activités, c'est extrêmement important. C'est comme ça que chez Veolia, il y a quelques années, on a explicité notre raison d'être pour que les gens qui travaillent à nos côtés se sentent faire partie d'une histoire qui est beaucoup plus grande que juste le travail au quotidien. Et dans la mission qui m'anime aujourd'hui chez WaterTech, qui est une mission de fusion d'entreprises, c'est extrêmement important pour moi que les gens aient clairement la vision de ce qu'on a l'intention de devenir, l'ambition qu'on s'est donnée et le pourquoi de cette acquisition et le pourquoi de cette transformation organisationnelle qui peut parfois peser un petit peu. Alors, c'est vrai que ça s'entasse un peu au début, comme le disait Luc, mais pour moi, c'est un mal nécessaire. Pour une transformation, il faut une forme de rupture, quelle qu'elle soit, et cette rupture, elle doit marquer un momentum. Et si on ne profite pas de ce momentum pour lancer quelque part la transformation, des actions extrêmement concrètes, des plans d'action, de nouvelles responsabilités, quelque part, on a un risque de perdre un petit peu le mouvement. Les gens vont se dire, si ça ne se passe pas aujourd'hui, est-ce que ça se passera vraiment le mois prochain ou l'année prochaine? Donc, pour moi, le momentum est extrêmement important. Et peut-être un troisième point d'attention, c'est le comment on embarque tout le monde, puisque souvent, le pourquoi, il est bien compris. Et en général, si on se contente de se dire autour de moi, mon équipe rapprochée a bien compris ce qu'on avait l'intention de faire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aller au-delà de la compréhension, il faut de l'alignement au sens où la transformation ne va pas être portée seulement par le leadership, elle va être portée progressivement par toutes les strates de l'entreprise. Euh, et souvent, la difficulté, elle est dans le fait d'atteindre les gens pour qui, finalement, cette transformation a peut-être moins d'impact dans le quotidien. Moi, j'ai des usines de fabrication de produits. Sur ces usines, les gens vont continuer à fabriquer des produits demain, et quelle que soit notre transformation. Néanmoins, il faut qu'ils comprennent qu'ils font partie d'une histoire qui est différente, qu'ils ont un nom différent, qu'ils font partie d'une organisation différente, et que l'ambition collective qu'on s'est donnée est différente. Voilà, et c'est ça pour moi les grands challenges d'une transformation. Donc, si je résume avant de vous donner la parole, David, mais finalement, c'est avoir vraiment le pourquoi, cette ambition, avoir des momentum qui permettent d'avoir des actions concrètes et de donner du rythme. Et puis, on a embarqué tout le monde en alignant, même ceux qui, opérationnellement, ne voient pas forcément au quotidien cette transformation. C'est ça? Exactement. Alors, David, comment ça vous fait réagir? Moi, ça résonne, hein, ce que Luc et Anne ont pu avancer là. J'aime bien l'image du coffre-fort, Luc. C'est une belle image parce que c'est vrai et ça remonte, je pense, à des temps lointains de se dire que la stratégie, ouais, c'est un petit parchemin qui est enfermé au dernier étage de la tour dans laquelle généralement il y a le siège du groupe. J'aime bien cette image, elle est assez révélatrice et on l'a expérimenté un petit peu, nous, chez Nexans. Nexans a opéré une transformation forte sur les 6 dernières années avec l'arrivée de notre nouveau directeur général. Et justement, ça a été de faire sortir de ce coffre-fort la stratégie et de la faire comprendre à l'ensemble des 28 000 salariés. Ça, c'était un élément clé. Là où je vous rejoins tous les deux, hein, Anne et Luc, c'est sur le côté participatif de la stratégie. Il est clé, il est important, mais, et je le mets bien en capital, en gras, pas à tout prix et pas totalement ou pas complètement.
On aime bien dire chez Nexans, en tout cas notre directeur général aime bien dire que la stratégie, la transformation, le déploiement d'un effet de rupture, comme Anne le mentionnait, ça se fait avec un petit groupe de personnes. Alors, nous, on a souvent parlé d'une quarantaine de personnes à l'échelle de notre groupe. Ces quarantaines de personnes, le nombre n'est pas important, l'idée c'est du nombre de ces personnes-là qui vont être sollicitées et qui agissent comme catalyseurs du changement. Et ça rejoint ce que dit Anne. C'est-à-dire que si on parle d'une nouvelle stratégie, il faut qu'il y ait un effet rupture, un effet momentum, que ça ne soit pas dilué, diffus dans le quotidien, dans le day-to-day de l'entreprise. Et cette quarantaine de personnes, en tout cas chez nous, ont permis d'être les agents de déploiement du changement, de la transformation, d'impulser le momentum initial dans la phase de déploiement. C'est un moment qui est clé, en fait, comme un starter lors d'une course en athlétisme ou n'importe quel autre sport. Ce moment-là, il est clé parce que c'est dans ce moment-là qu'on vient ancrer la routine, les éléments. Et en fait, ces personnes-là, elles servent définitivement de noyau à la transformation. Donc, quand on parle de participation, et que je disais oui et pas à tout prix et totalement, c'est que il y a un groupe restreint, donc ce n'est pas l'apanage de 4-5 personnes au dernier étage du siège, comme je le disais. En tout cas, c'est plus ça. C'est bien évidemment la somme de beaucoup d'idées, mais peut-être pas de toutes les idées. Et c'est ça qui est important. Celle de ceux qui réfléchissent à 5 à 10 ans pour l'entreprise. On parle de cycle de 3 ans sur une stratégie. Il faut aller au-delà de ce mur-là. Et l'énergie du démarrage, une fois qu'on a pensé tout ça, elle est clé parce que faire comprendre un environnement de temps aussi long à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est aisé. Et donc, cette énergie de démarrage, elle est vraiment clé, cette énergie. Et après, on parlait de momentum. Ce momentum, en fait, je fais l'image du sportif, lui qui aime bien les images sportives, d'un combat régulier et fréquent, en fait. C'est retourner régulièrement pour répéter. Répéter, c'est ancrer. Et ancrer, c'est s'assurer de l'adhésion à cette stratégie. Donc voilà comment je vois ça et j'adhère complètement à ce qui a été dit par Luc et Anne précédemment. En tout cas, je retiens, la notion de catalyseur du changement, finalement ce groupe qui va, donner cette dynamique, cette énergie et qui va, finalement, pouvoir, ancrer, aligner, au quotidien, redonner cette dynamique et cette vision à la fois long terme, la rendre concrète, dans le quotidien. Luc, est-ce que, tu veux rebondir sur ce dernier point, comment on donne la dynamique au quotidien? Oui, oui. Je trouve ça, en fait, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on voit bien dans ce que vous expliquez tous les deux, David et Anne, qu'il y a une sorte de schéma, il y a une sorte de modèle de se dire, il y a une ouverture restreinte dans la construction de la stratégie, il y a un moment resserré qui est forcément un moment d'impulsion, qui vient forcément d'en haut, qui a forcément, je dirais, une impulsion initiale volontariste. Et ça, c'est quand même difficile de le faire de manière complètement collective. Et que ce volontarisme-là, quand on va déployer la stratégie, il va falloir que progressivement, il arrive à s'ouvrir pour emmener tout le monde. Donc, on a une espèce de sablier un peu asymétrique et allongé dans lequel c'est ouvert, fermé et réouvert. Et on sent bien que cette dynamique-là, elle n'est pas simple. Et quand je regarde les grands projets de transformation, en particulier, par exemple, les fusions, une fusion, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un volontarisme fort. S'il y a Ah, Luc, on est en train de te ce perdre. moment. Ouais, Ah, est-ce que vous c'est bon. m'entendez toujours? C'est bon, tu as Je retrouvé sur disais, le volontarisme fort. oui, il faut un volontarisme fort, il faut une impulsion initiale parce que sinon les gens ne bougent pas en fait tout simplement. Donc je pense que c'est intéressant de se dire qu'on a cette logique de ouvert, fermé, ouvert quand on essaie de déployer les stratégies parce que ça guide finalement des espèces de grandes macro-séquences plutôt à l'échelle de 2-3 ans que simplement des 3 prochains mois. Merci Luc et attention à ton réseau qui saute un petit peu. Donc, Ouais. cette logique d'ouvert, fermé, ouvert, David, du coup, ça donnerait quoi comme recette pour aller dans le ouvert? Comment on fait passer pour déployer à tous les niveaux? Alors, on peut parler de recettes, Marie-Sophie, on peut parler de Canva, on peut parler de backbone, de structure, on l'appelle, chacun y met le nom, les terminologies qu'il veut. Il y a une chose que j'ai constatée sur les 6 dernières années et de manière globale, c'est qu'on est autour de briques de transformation et de briques de déploiement.
Ces briques de déploiement, elles sont assez récurrentes en fait. Première chose, ça va paraître une évidence absolue, mais on ne transforme pas sans les gens, hein. C'est la première brique. On déploie la stratégie qu'on veut, aussi belle soit-elle, si on n'a pas les gens, si on n'a pas les personnes, et les bonnes personnes aux bons endroits. Et on y reviendra un peu plus tard sur ce sujet-là des bonnes personnes aux bons endroits. Cette brique-là, elle est essentielle, c'est le fondement. Ça peut pas être du sable, cette fondation-là. Les gens, pour la transformation, c'est ce qui vient ancrer, c'est ce qui vient assurer l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés, c'est ce qui vient pérenniser surtout. Une stratégie, c'est pas un feu de paille, c'est pas une petite flamme, hein. Une stratégie, elle est faite pour être pérennisée. Deuxième élément, et c'est mon côté cartésien qui va parler là, c'est le côté process. Je suis désolé de mettre un peu de process là-dedans, mais c'est quelque chose qui est un mal nécessaire. Trop souvent, on complexifie les stratégies et comment les accompagner dans chacune des fonctions, des éléments qui vont être impliqués, dans leur déploiement, dans la manière dont on porte ce déploiement, hein, de la stratégie. Les process doivent être simples de mon côté, de mon point de vue, avec de la discipline. Quand on dit de la discipline, c'est des routines. Anne parlait de momentum. C'est momentum, il est au moment où on déclenche, mais il est aussi au moment où on cadence. C'est important dans ce déploiement-là. Un déploiement statique, sans momentum, sans cadence, sans bon process, ça ne marche pas, hein. Enfin, ça ne va pas fonctionner longtemps en fait, hein. Le troisième élément, enfin, cette troisième brique, la techno, ça paraît évident, hein. On a parlé d'environnements changeants, avec des paradigmes qui sont avec des injonctions un peu contradictoires. La techno va venir être l'amortisseur et venir absorber les éléments à faible valeur ajoutée, en tout cas en brique initiale, qui viennent permettre de transformer, mais surtout à venir créer une couche de valeur ajoutée additionnelle qu'on ne perçoit pas quand on est dedans. Donc, une brique techno pour le déploiement de la transformation, pour un déploiement de stratégie, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. On parlait de recettes, Marie-Sophie, dans votre question. Un des ingrédients de la recette, c'est les briques techno pour le faire. Et le dernier élément qui englobe un petit peu tout ça, c'est la structure. La structure de déploiement, la structure de la transformation, la structure de la stratégie, pour que ça soit correctement bordé. Mais on ne peut pas faire de structure tant qu'on n'a pas pensé aux personnes à mettre dans cette structure, au process que l'on veut faire évoluer là-dedans, à la techno qu'on veut y mettre. Donc concrètement, si on prend tout ça, c'est de se dire, il est important de se dire qu'on conçoit une stratégie, mais la conception est bien distincte du déploiement. Et le passage que l'on fait entre la conception de la stratégie et son déploiement, avec un relais beaucoup plus large, cet élément de briques, les 4 briques que je viens de citer là, c'est peut-être un élément de passage, un élément d'antichambre qui permet d'amorcer cette phase de déploiement qui rend concret et qui vient ancrer la stratégie de déploiement. Voilà, en termes de recettes. Merci beaucoup, David. Anne, je vous fais réagir sur cette recette. Elle vous parle? Oui, elle me parle avec peut-être une façon différente de l'exprimer. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a un moment pour écrire l'histoire et la vision qu'on a envie d'avoir, et un moment pour l'exécution. Et ça me semble extrêmement important. Moi, j'aime bien les cycles de 3 ans. C'est effectivement, David le disait, hein, en général, les cycles de stratégie. 1 an, c'est un budget, 3 ans, c'est un plan moyen terme. Ça laisse le temps de fixer des objectifs qui sont pas trop rapides. Donc, on peut instaurer de nouvelles habitudes, installer de nouvelles organisations. C'est pas trop long non plus, sans quoi on se dirait, bon, on a le temps d'y arriver, donc laissons venir. Donc, moi, j'aime bien les cycles de 3 ans. Ça permet vraiment de fixer des objectifs et de se dire on va les tenir et on va ajuster au fur et à mesure. La première année, on démarre. La deuxième, on peut mettre un bon coup d'accélérateur. La troisième, on est en départ lancé. Et puis, s'il faut ajuster en cours de route, on a la possibilité de le faire. Et effectivement, moi, j'ai en place une équipe de transformation, hein, qui bat le rythme. Donc, on les appelle le chef d'orchestre ou le métronome, comme on a envie. Mais pour moi, c'est essentiel, puisque c'est de nouvelles habitudes qu'on va instaurer. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on va le dire une fois que ça va se passer. Il faut répéter les choses, il faut expliquer.
Il faut mettre des objectifs intermédiaires et dans les changements d'organisation, David parlait de discipline, il faut refixer les responsabilités et les objectifs de chacun. Et donc ça, c'est un travail colossal et effectivement, il faut souvent des gens dédiés pour le faire. Et de la donnée. Moi, j'aime bien être factuel parce que je trouve que ça aide beaucoup les organisations à évoluer sur voilà où on est, voilà ce qu'on délivre aujourd'hui, mais voilà ce qu'on veut délivrer. Et donc, pour moi, la donnée est essentielle. Souvent, les transformations, c'est aussi une très belle occasion de remettre un petit peu le métier sur l'ouvrage parce que les données sont soit différentes, soit dans des outils différents, soit assez imparfaites. Donc souvent, les transformations sont aussi pour nous l'occasion d'exprimer les choses un peu différemment. Voilà, donc là, je réagis et les gens, évidemment, là-dedans, pour moi, c'est essentiel de faire le trait d'union entre ce qu'on a envie de construire et ce qui existait avant et de prendre le temps de la conscience des freins potentiels. C'est-à-dire, quand on change les organisations, quand on change les tâches de nos collaborateurs, il faut aussi prendre conscience de ce qu'ils ont l'impression de perdre. Et je dis l'impression de perdre parce que des fois, ils le perdent vraiment, mais on construit autre chose. Des fois, ils ne le perdent pas vraiment, mais ils ont l'impression de le perdre. Et donc, c'est extrêmement important ce trait d'union entre le passé et le futur. Et c'est pour ça que je pense que les cycles de 3 ans sont pas mal parce qu'ils nous permettent d'avoir ce moment-là. Merci beaucoup, Anne. Donc, des cycles de 3 ans, de la structuration avec cette logique du on travaille en chambre et après on passe dans l'action. On s'équipe d'une équipe de transformation de chefs d'orchestre. On clarifie la donnée, on en profite en même temps. C'est le bon passage pour donner un petit coup de nettoyage, si je résume. Et puis, on travaille sur cette notion de trait d'union. Alors, moi, qui me parle d'autant plus, hein, je vous le disais, je suis en charge de la conduite du changement. Donc, ce trait d'union-là, il me parle tout à fait. Comment on va pouvoir embarquer les collaborateurs à prendre conscience que c'est aussi des transformations qui sont une opportunité pour eux. Et tout ça dans ce cycle de 3 ans. Luc, est-ce que tu souhaites réagir sur ce point? Il y a quelque chose qui tout de suite allume une lumière pour moi dans ce que vient de dire Anne, sur lequel je voudrais rebondir. Cette question de la transition entre le passé et le futur. Et je vais faire un petit pas de côté. Il y a un chercheur de l'Université de Stockholm qui s'appelle Saku Mantere qui a fait une énorme étude, 300 entretiens semi-directifs, pour essayer de comprendre quels étaient les déterminants de ce qu'il appelle la strategic agency du middle management, c'est-à-dire la capacité du middle management à se dire que la stratégie lui appartient un peu. Et donc, il y a un élément nécessaire, puisque comme le disait Anne, comme le disait David, la question, c'est comment est-ce qu'on descend dans les strates pour que la stratégie se déploie. Et un des éléments qui remonte de manière tout à fait majeure, c'est le fait d'avoir quelque chose de clair en termes de narratif et de contextualisation. Et la contextualisation définie par Saku Mantere, c'est qu'est-ce qui fait que ce qu'on était avant continue à exister un petit peu aujourd'hui, mais sous une forme différente. C'est-à-dire que c'est pas juste raconter l'histoire de ce qu'on est demain comme une espèce d'utopie, c'est vraiment raconter où sont les invariants, où sont les choses qui changent, et les choses qui changent, elles doivent être concrètes. J'aime bien ce que vous disiez sur la tech, sur la data, c'est que de manière extrêmement concrète, quand on décide tout d'un coup, par exemple, que on va piloter par segment de service, par exemple, ces segments de service, parfois, ils sont calculés nulle part dans les systèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les suivre matériellement, on n'a pas un chiffre qui permet de le représenter. Et je dis ça pour rendre très très concret ce que tu disais, Anne, sur la donnée. C'est-à-dire que matériellement, le point qui est central dans la transformation, c'est quelque chose qu'on arrive à représenter dans aucun tableau Excel, parce que la donnée n'est pas propre, parce qu'elle vient de systèmes différents, etc. Donc, je trouve que sur ces deux éléments-là, on comprend deux points qui me semblent assez importants. Cette question du pourquoi, du narratif, de la continuité entre le passé et le futur, et puis la manière dont ça se manifeste dans le quotidien des gens. Y compris dans je reçois des tableaux de suivi, je reçois des reportings, j'y contribue, comment est-ce que je fais pour que ça accroche, si j'ose dire, au nouveau monde et aux nouveaux enjeux et la manière dont ils se composent. Donc oui, évidemment, je pense que ces deux points-là sont absolument cruciaux. Merci beaucoup, Luc. Alors, du coup, comment on fait
pour que cette transformation qui va nourrir nos collaborateurs, qui amène dans un nouveau temps, elle soit concrète et palpable finalement pour nos collaborateurs qui ont aussi leur run à gérer, leur quotidien. Et donc, ils ont à la fois la transformation qui leur tombe dessus, on leur parle de futur, on leur parle de cycle à 3 ans, etc. Et en même temps, ils ont leur job du quotidien à faire. Comment on fait pour les embarquer? Et puis, euh, quels sont les bons relais pour pouvoir les embarquer, Anne? Oui, c'est vrai, Marie-Sophie, c'est un point crucial parce que souvent on se lance un petit peu bille en tête dans ce changement dans lequel on annonce des changements d'outils, de modèles opérationnels, de façon de faire. Et je disais tout à l'heure, il y a un moment où on est d'accord sur le besoin, l'intention, la cible, puis il y a un moment où il faut s'aligner. Et souvent, quand on lance ces transformations, il y a un risque qui est qu'on se réunit en COMEX ou n'importe quel autre format, on se met d'accord et puis chacun repart dans son périmètre et puis chacun reprend son quotidien et le quotidien reprend le dessus. Donc vraiment réussir à un moment faire converger la transformation et le quotidien, c'est extrêmement important. Pour moi, il y a un passage obligé, c'est nos clients. Et c'est important de se dire, moi je dis souvent pendant les travaux, la boutique reste ouverte, c'est-à-dire il faut prendre conscience que quand on lance une transformation, de la même façon qu'on va relier le passé et le futur, en fait il faut qu'on continue l'activité, il faut qu'on continue à délivrer sur nos objectifs court terme. Donc, il y a un moment de transformation, puis les gens risquent d'avoir l'impression qu'on leur en rajoute toujours plus, parce que c'est des nouveaux reporting, comme disait Luc, c'est des nouvelles façons de faire, c'est des outils différents qu'il faut utiliser. Et donc, à un moment, faire converger le run et la transformation, c'est absolument clé. Et donc, il faut s'aligner, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que nos équipes, non seulement vont porter la transformation, mais qu'elles vont petit à petit, c'était la recette de David, hein, qu'elles vont faire prendre les ingrédients dans le run. Elles vont progressivement transformer le run. Et moi, je dis souvent, on commence par des petites choses. Être un peu discipliné quand on doit changer de nom parce qu'on a des nouvelles business lines ou des nouvelles activités. Progressivement, être un peu discipliné sur le fait qu'on reprend déjà la même taxonomie, qu'on va tous parler le même langage, qu'on va bien mettre en place les process et les processus qui doivent être les nôtres demain. Et ça, il est extrêmement important que ce ne soit pas juste le leadership qui répète, mais que progressivement, ça s'intègre, voilà, hein, qu'on fasse bien monter la mayonnaise, et ça s'intègre dans le run au quotidien. Sinon, les gens à un moment se fatiguent, parce que c'est fatigant une transformation, surtout avec l'élan dont on parlait la première année. Et il y a un vrai risque qu'on lâche et qu'on se dise non, mais bon, je vais déjà faire comme je faisais avant et puis ça ne marchait pas si mal. Donc, il faut vraiment faire monter la mayonnaise et pour ça, il faut que l'ensemble des collaborateurs, encore une fois, David parlait de catalyseurs, moi je suis d'accord avec ça, des vrais ambassadeurs de la transformation qui vont intégrer dans le run. Merci Anne. David, vous voulez rebondir dessus? Oui, je vais rebondir sur deux aspects, les temps de la transformation et qui vont complètement dans de ce qu'Anne vient de dire, Luc, enfin tout ce qu'on vient de se dire. Dans une transformation, en tout cas tel qu'on le voit nous, on voit deux temps. Une phase resserrée, comme on l'a dit, en amont, et c'est important de timer, de framer un petit peu ces éléments-là, qui est une phase plutôt centralisatrice. Si je devais comparer ça, je continue mes comparaisons sportives, Lucas, à une Olympiade sur 4 ans, on dit 3 ou 4 ans sur une stratégie, c'est la phase de la montée du plan d'entraînement de l'athlète qui vise l'Olympiade dans 4 ans. Et ce qui va permettre d'autant plus dans cette phase centralisatrice de construire ensuite la phase dite de relâchement. Et c'est ce que disait Anne, c'est-à-dire de faire converger le day-to-day, l'activité, parce que notre activité ne s'arrête pas à côté, et faire en sorte qu'il y ait cette espèce de porosité entre l'élément transformant et l'activité récurrente. Donc ces éléments-là, c'est un peu comme un sportif en fait. Quand un sportif, il prend son plan d'entraînement, pour que la mécanique d'entraînement devienne un automatisme, il y a une contrainte à mettre en place au départ, une contrainte de momentum, de discipline, on y parle. Hein. Un athlète, le champion du monde ou champion olympique du 100 mètres, il ne devient pas champion olympique du 100 mètres comme ça par hasard. Il vient comme ça parce que le matin, il s'est levé à 5 heures, qu'il a sa séance
de musculation, de renforcement, de gainage, de course, de tactique. Et tous ces éléments-là, c'est ce que j'appelle les automatismes sous contrainte. Et ils deviennent des automatismes que parce qu'ils ont été insufflés dans la mécanique de l'ADN dit du quotidien, et qu'ensuite ils font partie du quotidien, ce qui va permettre au fur et à mesure de relâcher. Et pour avoir ça, ce qui est important, c'est la puissance du message. Plus le message est puissant, plus il est porté, il atteint vite. Et plus la vitesse de propagation de ce message est importante, plus il atteint la cible en fait. Donc vitesse et puissance, c'est deux axes sur lesquels il faut travailler dans cette phase un petit peu dite resserrée, centralisatrice. Et pour ça, il faut avoir les bons relais. On parle de bons entraîneurs pour les athlètes, mais on parle aussi de bons relais. Et le bon relais, au risque de créer un peu d'émoi, chaque personne dans une entreprise, de manière technique, avec sa compétence technique, elle est à sa place parce qu'elle a les bonnes compétences techniques. Mais la bonne compétence, elle n'est pas que technique. Elle est aussi dans l'attitude, dans la posture, dans ce qu'on appelle les essentials. On a énormément travaillé ça chez Nexans. Et ben, quelquefois, la personne la plus technicienne qui soit, la meilleure, le high potential technique comme on l'appelle, n'est pas celui qui a potentiellement le bon drive, la bonne attitude, le bon don de soi, la bonne intelligence situationnelle pour aider l'entreprise. Et le choix, alors nous c'était une quarantaine, hein, de ces 40-là, il est clé. Parce que ce n'est peut-être pas les meilleurs techniquement dans les métiers respectifs pour venir déployer qui vont être choisis. C'est en tout cas ceux qui ont la propension à disséminer, à porter le message, à l'encadrer, à faire en sorte que l'on puisse avoir cette posture d'aller-retour, d'itération pour venir dire je prends les infos du terrain. Vous parliez, Anne, du terrain, que ce soit du côté client, hein, externe, mais aussi interne, du terrain interne, en disant non, là, ça marche pas. Et il y a des choses qui ne marchent pas dans une transformation. Et ces bons relais-là, contrairement à personnes qui sont que techniciennes, en tout cas dans l'art de la chose, n'ont peut-être pas quelquefois le regard et la vision 360 nécessaires pour venir créer tout ça. Il n'y a pas de fonction de type dans un organigramme. On parlait de personnes de transformation. Je ne crois pas qu'il existe une formation dans toutes les écoles de management, d'ingénieurs ou autres qui s'appelle module transformationnel ou quelque chose comme ça. Non, la transformation, elle vient avec l'expérience qui nous fait accumuler tous ces éléments-là. Alors après, il faut faire attention avec l'expérience, hein. Confucius disait qu'elle est claire que le chemin parcouru, donc il faut bien l'avoir en tête aussi, hein. Mais c'est important de garder ça en tête. Et donc pour nous, il n'y a pas une fonction de type en disant toi tu seras transformation et toi tu ne le seras pas. C'est surtout dans la posture pour déployer cette transformation et cette stratégie qui est important chez nous, en fait. Mais là, moi, je vais réagir à ça parce que je trouve il y a deux sujets qui sont extrêmement intéressants dans ce que vous venez de dire. Il y a un premier sujet qui est, je dirais, presque de l'ordre de la gouvernance. Alors que nous, on voit beaucoup, en particulier quand il y a des réorganisations ou des recompositions organisationnelles à l'intérieur des organisations, qui est que, en fait, l'opération pour un COMEX qui consiste à gérer les affaires courantes en même temps qu'elle porte son attention sur l'évolution des règles du jeu et du fonctionnement, cette opération-là, du moins au début, elle est extrêmement difficile à faire. Parce qu'il faut imaginer que vous avez le dossier Intel sur lequel il faut se prononcer, et l'enjeu pour le COMEX, c'est pas seulement de se prononcer sur le dossier, c'est de se prononcer sur la manière dont il est traité, qui doit préfigurer un mode de fonctionnement interne qui est peut-être différent de celui d'hier. Et c'est pour ça que souvent on cherche à séparer un peu ces choses-là, et c'est pour ça souvent également qu'on a besoin d'avoir des équipes en charge de la transformation. Et c'est pas forcément un très grand nombre de personnes, on n'est pas en train de parler de 200 personnes, c'est les 2, 3, 4 qui arrivent à battre la mesure pour l'ensemble, en arrivant à jouer les tours de contrôle pour que les sujets qui viennent ancrer les modes de fonctionnement versus les sujets qui sont des sujets de run business, au moins dans un premier temps, vont se superposer. Après, probablement qu'il y a une convergence à avoir, j'imagine qu'on en reparlera à un moment donné, mais je pense que cette séparation des sujets, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, en particulier quand les transformations impriment des changements dans les interfaces, dans les modes de fonctionnement du travail, dans les règles du jeu de façon globale. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui d'ailleurs n'est pas forcément exactement les mêmes personnes, mais qui vont être en interaction, qui est le sujet de la démultiplication. C'est-à-dire que finalement, quoi qu'on en dise, David Graal ou Anne Le Guenec ne peuvent pas transformer une organisation.
En tout cas, pas tout seul, en toute humilité. Et souvent, d'ailleurs, les directeurs généraux le disent. Ils disent, bah, moi, je ne peux faire que donner une espèce d'impulsion, mais j'ai besoin des gens. J'ai besoin que les gens avancent avec moi. J'ai besoin de gens qui soient relais. Et je suis vraiment très, très d'accord avec ce que tu disais, David, sur le fait que les relais, c'est pas que les bons clients d'une organisation. Vous savez, les bons clients, c'est ceux auxquels on pense tous spontanément parce qu'ils réussissent très bien dans leur job. Mais c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de gens qui ont une capacité à embarquer, qui ont un réseau, qui ont la bonne posture, qui pensent positif, qui sont optimistes dans la transformation et qui ont cette capacité à allier à la fois leur job du quotidien et une capacité à embarquer les autres pour les faire travailler différemment. Et ça, c'est vraiment, je dirais, presque un personnage à définir dans l'organisation. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les recherches, on sait par exemple que quand une organisation va mal, c'est des recherches faites par Gilles Tenot dans l'Est de la France, je me souviens plus si c'est Nancy ou Metz, je crois que c'est Nancy, qui explique qu'il y a des personnages qu'on appelle les toxic handlers. C'est-à-dire il y a des gens dans une organisation qui ont une capacité à absorber un peu de charge négative parce qu'ils savent écouter les gens, parce qu'ils sont toujours souriants, ils sont positifs, et c'est un peu des morceaux de ciel bleu quelque part dans les équipes, et on sait qu'ils jouent un rôle important et que quand ils vont mal, l'organisation va mal. Mais si on transpose ça au déploiement, on a besoin du même type de rôle. Alors, c'est pas exactement le même, mais du même type de rôle spécifique, c'est-à-dire d'identifier des gens qui finalement vont être des relais. Et relais, c'est un vrai job. Relais, c'est pas forcément le haut potentiel que vous avez à tel endroit. Relais, c'est un set de compétences, d'attitudes qui est singulier, je dirais, à l'intérieur d'une organisation. Donc, la question du casting, c'est une question qui est clé. Voilà ce sur quoi je voulais rebondir. Merci beaucoup. Alors, si je reprends un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début pour se dire, mais comment on passe à l'action, comment on rend tangible cette transformation. Donc, on s'est dit qu'il y avait des temps. Il y avait un premier temps où il fallait lancer l'énergie, avoir vraiment une dynamique, un sens, un pourquoi. Il fallait ensuite lancer cette logique de momentum pour pouvoir donner régulièrement de cette dynamique. Il fallait s'appuyer sur des briques. On a parlé d'ingrédients, de briques, hein, les gens, les process, les technos, la structure, même la donnée. Et on s'est dit qu'il était important d'avoir une approche où on est aussi dans une dynamique où on va mettre sous contrainte. Cette contrainte, on s'est dit que c'était ça qui permettait vraiment de faire le point de bascule, mais que ce point de bascule, d'après vous, Anne, il fallait quand même le faire de manière progressive, en pas à pas, parce que c'est assez fatigant de se transformer. Et le tout, l'une des clés de succès sur lesquelles vous avez l'air de tous vous accorder, c'est nos bons relais, c'est nos fameux catalyseurs, notre coin de ciel bleu, ce qui va faire monter notre mayonnaise, finalement notre huile hein, pour la mayonnaise, qui va permettre de vraiment la faire monter et mettre tous nos ingrédients en mouvement. Ce sont nos relais qui vont permettre d'être dans la posture, et pas forcément par les compétences, mais dans la posture, dans des soft skills aussi, on va pouvoir embarquer et lancer cette nouvelle dynamique. Et du coup, alors une fois qu'on a toute cette recette qui est mise en place, si on continue la métaphore, c'est le moment où on passe à table. Alors, quand on passe à table, c'est dans une transformation, c'est quoi le moment où en fait la transformation, elle n'existe plus et elle devient run? Anne? Ouais, déjà, moi, je voudrais juste revenir une seconde sur ce qu'on vient de se dire sur le message. Moi, sur les premières phases vraiment de construction de la stratégie et de déploiement, j'ai eu une RH comme patronne de la transformation. Parce que le côté humain, je suis d'accord avec lui qu'il il est clé. Et donc, à un moment, aujourd'hui, on est passé dans un déploiement qui est plus discipliné et donc j'ai quelqu'un qui est plus orienté data. Mais pour moi, le premier challenge, il est vraiment d'accéder au plus grand nombre, hein, comme on se l'est dit tout à l'heure. Et donc, vraiment mettre en place des organisations qui vont porter ça. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est d'avoir des workstreams, hein, des groupes de travail qui vont adresser des sujets particuliers dans quand même leur domaine d'expertise, être au plus près de ce qu'on a besoin de transformer dans l'entreprise et éviter de mobiliser toute l'entreprise sur tous les sujets, parce que ça c'est assez toxique.
Le deuxième sujet, c'est d'aller sur le terrain, comme on le disait, et puis c'est de répéter. Moi, j'ai un vilain défaut, c'est que des fois, je m'ennuie moi-même quand je répète les choses, mais j'ai pris conscience qu'il fallait que je le fasse, et donc je vais sur le terrain et mes collaborateurs aussi, et je m'assure que partout les messages passent. Donc je répète, je répète, je répète, et puis je transforme le message aussi quand il le faut, puisque on le disait, le fait d'avoir des ambassadeurs et des relais, c'est aussi, et puis des gens qui sont capables d'absorber le retour du terrain, c'est aussi une occasion exceptionnelle d'avoir, nous, un feedback sur ce qui marche pas ou ce qui est plus difficile. Et c'est absolument clé de le prendre en compte, parce que si on ne s'arrête pas sur les freins et les difficultés, si on n'accepte pas de faire un pas de côté de temps en temps, ben, en fait, on va se retrouver devant un mur. Donc voilà, beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps avec tout le monde pour vraiment aussi sentir comment les gens ont compris ce qui est en train de se passer. Peut-être entendre quand il y a des écarts parce qu'en fait, les gens n'ont pas encore entendu parler et vous croyez que c'est déjà parti. Voilà, donc plein d'occasions de répéter, répéter, répéter. Je voudrais rebondir juste là-dessus parce que enfin, c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Vous savez, dans le lean management, il y a un acte qu'on appelle le Gemba Walk. Alors, c'est intéressant parce que Gemba, en japonais, ça veut dire là où les choses se passent. C'est très fort de se dire ça du point de vue du travail, là où les choses se passent. Et n'en déplaise à tous les comex de la planète, c'est pas là que les choses se passent. Les choses, elles se passent avec des gens qui créent de la valeur sur le terrain, qui font les actions du quotidien, de Nexens de Veolia ou que sais-je. Et en fait, ce qu'on dit souvent aux managers, c'est qu'il y a un Gemba Walk de la transformation. Pourquoi? Parce que dans la transformation, les gens, ils sont précisément en train de recomposer le travail. Donc, il faut aller voir là où les choses se passent, le lieu réel du travail. Et donc, effectivement, aller répéter, voyager, aller au plus près du terrain, écouter les gens en train de parler, comprendre leurs irritants. Ce truc-là me semble fondamental dans le déploiement pour que le déploiement, ce soit pas des messages envoyés depuis une tour de contrôle, mais bien un travail qui est un travail cohésif dans l'organisation. Je voulais simplement rebondir là-dessus par rapport au message de Et Anne. j'ajouterais, Luc, célébrer les petites victoires, les petites transformations, montrer à l'ensemble de nos collaborateurs que ça se passe et que c'est bien. Oui. Voilà, ça c'est vraiment important, une communication positive dans la transformation, c'est clé. Oui, oui, c'est-à-dire que les gens, quand on lance une transformation comme ça, ils entrent dans un petit monde d'incertitude. Est-ce que le travail tel que je le fais maintenant, c'est en train de marcher ou de pas marcher? Donc le moindre signal qui permet de dire aux gens, ce que vous faites, c'est en train de marcher, il est à prendre le plus tôt possible. Avoir ce nouveau référentiel pour pouvoir se dire c'est bon, je vais dans la bonne direction et c'est concret. Alors, si je reviens à notre point, on a toutes nos recettes. Parfois, on a beau avoir la bonne recette, on a beau avoir les bons ingrédients et être un très bon cuisinier, bah, ça fonctionne pas, c'est pas bon. Voilà, on a raté quelque chose. Alors, de votre expérience à tous les 2, dans vos, beaux groupes, respectifs, est-ce que, vous avez eu des fausses bonnes idées, des erreurs que vous avez faites, dans le déploiement de vos transformations? Euh, Marie-Sophie, là-dessus, juste avant entrée d'union, Mmh. Mmh. sur le côté déploiement, phase, séquence, célébrée, il y a une chose dont on a peu évoqué et qui va rejoindre tout de suite, va faire le trait d'union avec la question sur à quel moment on se rend compte qu'on passe dans la phase de run, en fait, avec la transformation vie de sa vie, c'est la confiance. La confiance aux gens, en fait. Parce qu'on parlait de terrain, mais on va y mettre un mot dessus, en fait, c'est qu'on a beau avoir pensé avec tous les jus de cerveau possibles de la planète, la transformation, la stratégie, il y a des éléments à un moment qui doivent être concrets. Donc là où ça se passe, je ne le redirai pas en japonais, je ne te ferai pas cet affront-là, Luc. Là où ça se passe, il faut faire confiance aux personnes qui l'incarnent au quotidien et venir sonder, prendre du feedback et se dire bah, là ça marche. Et c'est pas uniforme une transformation, hein. Anne l'a très bien dit, hein, c'est pas toute l'entreprise sur tous les sujets en même temps et tout le temps. Ça peut peut-être marcher à un moment donné sur tel process en Amérique du Sud et pas en Asie-Pacifique. Il faut prendre le temps, il faut être observateur de la chose. C'est pour ça qu'on en revient aux qualités des personnes qui doivent être les relais, hein. Ça, c'est clé. La fausse bonne idée, si je fais le trait d'union, c'est vouloir forcer à tout prix une idée, justement.
Vouloir forcer à tout prix une idée, c'est mon entraîneur entre les 2 Olympiades qui explique que oui, il doit courir de telle manière, alors même que la biomécanique du coureur, elle n'est pas celle-là en fait. Et cette fausse bonne idée, elle peut concrètement amener très loin dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que, in fine, d'avoir mis sous contrainte jusqu'à un certain point, d'avoir forcé. Et du coup, ça ne déclenche pas la vertu de l'acceptation et de l'adhésion. Et là, il n'y a rien de pire parce qu'on perd la confiance, on perd justement le côté collaboratif, le côté communication, le côté coordination de la transformation. Euh, Se laisser aveugler par une idée séduisante sur le papier, donc mon fameux plan d'entraînement entre les 2 Olympiades, qui ne trouve pas concrétisation sur le terrain, donc sur la piste, ça serait dramatique dans une transformation, dramatique, pas au sens, il y a des vies en jeu, mais pour le quotidien et la pérennité de cette transformation-là. Et il y a quelque chose qui, dans le cadre de la R&D, nous est très important pour nous. Je ne prends pas d'exemple sportif cette fois, Luc, mais la R&D, il y a une clause qu'on appelle la clause de réversibilité en recherche fondamentale, notamment sur la partie matériaux chez Nexans et autres. C'est de se dire qu'on vient chercher, nos chercheurs cherchent, et à un moment, ils se disent que s'il n'y a pas de débouché commercial ou autre, il faut accepter de revenir en arrière. C'est pareil pour la transformation. Cette clause de réversibilité, elle existe. L'idée, elle peut être super bonne en centrale pour l'Europe, pourquoi pas, et une très mauvaise idée en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, et il faut composer avec ça. Donc surtout, se dire qu'on a défini un cadre, c'est bien, c'est une chose, mais à l'intérieur de ce cadre-là, la confiance doit régir. Et on parlait de timing, à quel moment à peu près ça se décommissionne une équipe projet. Il n'y a pas de recette magique. On va dire que sous 18 mois, dans une stratégie de 3 ans, c'est un horizon de temps qui parle à beaucoup de monde. Mais dans ces 18 mois-là, le niveau de maturité des workstreams, comme le disait Anne, des équipes, comme on pouvait le dire tout à l'heure, le curseur va être différent. Donc, il va falloir être très vigilant sur est-ce que ça a bien pris au niveau auquel on l'entend pour venir refaire des petites piqûres de rappel, donc aller voir les gens sur le terrain, continuer à jouer des relais. Alors, c'est plus la même équipe de transformation puisque ça devient du quotidien, ça devient du run jusqu'à ce qu'on construise la prochaine stratégie. Mais c'est tous ces éléments-là qui sont clés. Donc, la confiance des gens, garder leur confiance jusqu'au bout, accepter de se dire que en centrale, on n'a pas la recette magique à tout prix et que cette clause de réversibilité, elle doit s'exercer et venir faire des test and learn, du feedback permanent pour venir ajuster. Donc voilà, concrètement là-dessus, Marie-Sophie. Moi, je Merci, suis David. complètement d'accord avec ça. Je voudrais réagir parce que je pense que c'est très lié à notre introduction finalement. Comme la stratégie, elle se construit en participatif, c'est quelque part très confortable parce qu'on ne décide plus tout seul. Et donc, si on se trompe, on peut se dire qu'on avait souhaité explorer une piste. À un moment, il a fallu décider. Et effectivement, à un moment, le droit à l'erreur, il faut le reconnaître. Moi, ça m'est arrivé de devoir faire des choix d'organisation dans une fonction précédente qui ne se sont pas avérés les meilleurs. Ça ne fonctionnait pas. Mais je ne l'avais pas décidé tout seul, puisque à un moment, on s'était trouvé quelque part dilué dans l'équipe de construction de la stratégie. Donc, on avait fait un choix. Ce qui est important pour revenir sur ce que disait David, c'est quand même le plus rapidement possible d'admettre que ça ne fonctionne pas et de changer de braquet. Et ça c'est important et je pense que les gens le vivent assez bien parce qu'évidemment, il y a toujours un petit peu le sentiment de s'être trompé et de devoir revenir en arrière, mais le fait d'admettre qu'on s'est trompé assez vite et de corriger parce qu'on a entendu, ça c'est essentiel dans une transformation. Je crois que c'est vraiment, enfin moi je bois du petit lait, c'est absolument essentiel. Et je trouve que l'hubris, finalement, l'erreur fondamentale, c'est de se conduire dans la transformation comme on se conduirait dans le changement. Le changement, c'est un point A, c'est un point B, on sait où on doit atterrir et on accompagne ce changement parce qu'on a une cible. Dans la transformation, par nature, on avance dans l'incertain. Donc la cible, elle est mouvante. Donc ne pas accepter ça, c'est penser que dans une situation d'environnement changeant, avec des incertitudes, avec un certain pari qu'on fait, eh bien, on va avoir juste à chaque fois. Eh bien, je pense que ça, c'est ça l'hubris fondamental du déploiement des stratégies, c'est de penser qu'on va avoir juste à chaque fois. La réalité, c'est que on va tester des choses, elles vont pas marcher, on va écouter le terrain, on va accepter de se remettre en cause, on va tester autre chose, et que en faisant ça, il me semble
qu'on fait quelque chose qui est assez fondamental dans les organisations d'aujourd'hui, c'est d'accepter que le poids de l'incertitude ne doit pas reposer sur le seul dirigeant. Le poids de l'incertitude, à mesure qu'on avance dans une stratégie, il doit venir au plus près de la prise de responsabilité de chacun pour accepter de comprendre que on peut tester une direction, on peut rater, et que à partir du moment où on le dit vite, à partir du moment où on le regarde avec lucidité, c'est forcément que l'organisation avance dans le bon sens. Merci beaucoup, Luc. Je pense qu'on arrive là à une vraie conclusion qui nous accorde tous, qui est de dire que finalement, on a beau avoir des recettes réfléchies à notre recette et à comment on voulait faire un bon plat en mettant tous les ingrédients en place. Parfois aussi, il faut accepter de changer la recette pour finalement toucher l'excellence et aller toucher les étoiles pour les restaurants et pour nous, le succès dans nos projets. Nos auditeurs ne nous ont pas posé de questions, donc on peut leur laisser encore une petite minute pour voir si des questions leur viennent. En tout cas, merci beaucoup David, Anne, pour tous ces échanges. Pour tous nos participants, vous recevrez le replay de cette présentation de ce webinaire. Et puis, vous avez aussi accès à d'autres webinaires des semaines précédentes. Luc en parlait justement au cours de nos échanges. Vous avez une dernière conférence en ligne à 11 heures qui est là pour parler de l'expérience collaborateur et du bien-être individuel et de la performance collective. Donc, on en revient aux collaborateurs qui sont clés dans nos transformations. Et je reste avec, bien sûr, Luc, et on vous met, hop, je vous partage nos QR codes si vous voulez poursuivre ces échanges. Merci encore une fois beaucoup, Anne Le Guellec et David Graal, pour votre intervention et toute la qualité de vos échanges et de votre expérience qui nous a éclairés pour arriver à cette recette de la transformation. Merci, Luc, pour ton éclairage à la fois scientifique et de toutes tes autres expériences auprès d'autres clients. À très bientôt. Merci à vous. Et passez une très bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.